Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre nouveau cours, qui est le 54e cours, qui va porter aujourd'hui sur les désinences casuelles. Bon, c'est un terme que beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas, mais vous connaissez plus peut-être le terme arabe, al-i'rab. Donc les désinences casuelles, c'est quoi? Ce sont les voyelles, harakat, fatha, damma, kasra, qui sont placés à la fin. Pour les autres, quand on vocalise, quand on met des voyelles dans un mot, un peu partout dans un mot, ça s'appelle la vocalisation. Et en arabe, ça s'appelle shakl. Mais la différence entre shakl et les désinences casuelles, entre shakl et l'i'rab concerne les voyelles qu'on met sur la dernière lettre. Pourquoi? Parce que ces voyelles-là expriment en arabe une fonction. En français, vous savez que les fonctions sont exprimées par la position des mots dans la phrase. C'est comme ça qu'on reconnaît une fonction. Le sujet est placé au début, le verbe est placé après le sujet, le complément d'objet direct est placé après. Donc c'est que la position qui exprime la fonction en français. En arabe, la fonction n'est pas exprimée que par la position. La position a un rôle, bien sûr, mais la fonction est aussi exprimée par la voyelle qu'on met à la fin de la lettre. Donc, nous avons en arabe donc, trois voyelles qui vont exprimer des choses différentes, des fonctions différentes. Nous avons la damma, la fatha et la kasra, qu'on appelle en français les désinences casuelles. Et en arabe, on les appelle les harakat, mais comme elles sont placées à la fin des mots, ça s'appellera al-i'rab. Donc, nous allons commencer par la damma. Donc il y a la damma, la fatha et la kasra. Chacune de ces trois voyelles assume deux fonctions. Elle a deux rôles. On va commencer par la damma. Quand on trouve la damma à la fin d'un mot, c'est soit un sujet, si ce mot est à l'intérieur d'une phrase, ça va être un sujet, soit un mot qui est hors contexte. Vous savez pourquoi? Parce que les mots en arabe qui sont hors contexte sont considérés de manière arbitraire comme des sujets. Donc, ils vont se terminer par une damma. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est une damma ou un tanwin un tanwin de la damma? Eh bien, c'est les deux. Tout dépend si le mot contient un article défini ou ne contient pas d'article défini. C'est-à-dire que si un mot est en position sujet, il va porter une damma ou à la fin s'il a un article défini, elle, et il va porter à la fin un tanwin de la damma s'il n'a pas d'article défini. On va prendre un exemple. Si je dois dire l'enfant étudie l'arabe, hein, ou l'élève étudie l'arabe, je vais dire quoi? Yadrusu qui veut dire il étudie. En arabe, on commence en général par le verbe, c'est mieux. At-tilmizu. Sachant que n'importe qui peut dire at-tilmiz. On n'est pas obligé de le mettre, mais si on le met, on marque que, comme quoi c'est le sujet. Alors là, at-tilmizu, là, déjà il est sujet par rapport à sa position. Ok? Il vient après le verbe, donc il est sujet. Mais ce n'est pas la seule manière d'exprimer. En français, la seule manière, c'est de reconnaître le sujet, c'est sa position dans la phrase. S'il est avant le verbe, on sait que c'est un sujet. En arabe, non, on a deux manières de le savoir. Soit il vient après le verbe, donc ça peut être le sujet, voilà. Soit à travers la damma. Du coup, dans une phrase arabe, vous pouvez changer la position, vous avez le loisir de changer la position d'un mot dans la phrase parce que vous avez un autre moyen de reconnaître le sujet, c'est la damma. Mais imaginons maintenant qu'il n'y a pas d'article L dans ce mot. À ce moment-là, au lieu de mettre ou, on mettra un. Parce que, vous savez, on l'a déjà dit, que le tanwin est un article indéfini. Donc si le mot n'a pas d'article défini, il est forcément indéfini. Donc ça sera un. Donc ça sera soit ou, soit un. Ça dépendra du fait qu'il y ait l'article L ou pas. Donc la damma, c'est un des deux cas qui va être utilisé. Donc soit qu'un mot
est sujet dans une phrase, donc il sera ou bien un. Donc soit yadrusu at-tilmidu, soit yadrusu tilmidun, un élève étudie. Donc ou et un, c'est la même chose. Hein? Sauf que ou c'est pour les mots, les noms qui sont définis, et un pour les noms qui sont indéfinis. Mais les deux expriment le sujet. Donc la dhamma sert à exprimer le sujet. Mais elle a une autre fonction, c'est que quand un nom est hors contexte, eh ben, c'est la dhamma qui est adoptée. Pourquoi? Parce qu'en arabe, un nom hors contexte est considéré comme sujet. Donc, si on présente un nom hors contexte, en arabe, on le présente toujours en fonction sujet. C'est comme ça, c'est arbitraire. Il ne sera pas considéré comme un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect, même s'il est hors contexte, il est considéré comme sujet. Donc, si soit vous ne le vocalisez pas, vous dites tilmith, walad, bint, ça c'est aussi possible. Mais dans la grammaire traditionnelle, quand on vous présente un nom hors sujet, hors contexte, ben, il est considéré comme donc sujet, et donc il se terminera à la fin par ou par un, selon qu'il y a l'article défini, donc ou l'article où il n'y a pas d'article défini, donc ce sera un. Donc si on dit par exemple un enfant, ben on va dire waladun, sachant qu'on peut dire walad. Et si on dit l'enfant, on va dire al-waladou. Ok. Dans les deux cas, on peut se passer du ou et du un. Hein, tout le monde dit walad, al-walad. Mais dans la grammaire traditionnelle, on a toujours besoin de présenter les noms hors contexte avec leur désinence casuelle. Et ça sera ou un ou bien ou quand le mot est hors contexte. Voilà tout ce qui concerne la dhamma. Donc je récapitule. La dhamma ou le tenwin de la dhamma marque la fonction sujet lorsqu'un nom est donc dans une phrase. Et lorsqu'il est hors contexte, eh ben, ça sera avec la dhamma ou le tenwin de la dhamma qu'on présentera des mots. Donc ça sera à la fin forcément. Passons maintenant à la fatha. Donc la fatha, quelles sont les fonctions qu'assume la fatha? La fatha sert à deux choses. Soit à indiquer un complément d'objet direct, soit à indiquer un adverbe. Et quand je dis fatha, ça peut être aussi le tanwin de la fatha, an. La fatha c'est a à la fin, et le tanwin de la fatha c'est an. Donc on va donner des exemples. Donc on a dit soit des adverbes, soit complément d'objet direct. On va commencer par le complément d'objet direct. Si vous dites par exemple, j'ai mangé une pomme. Akaltu, j'ai mangé une pomme. Tufahatan. Tufahatan. Un autre exemple. Qara'tu, j'ai lu. Kitaban. Kitab et tanwin an. Là, pourquoi ça n'est pas la fatha? Pourquoi c'est le tanwin de la fatha? Parce que les deux mots sont indéfinis. Mais si vous dites j'ai lu le livre, qara'tu al-kitaba. Tout le monde dit qara'tu al-kitab. On n'a pas besoin de mettre a. Mais c'est pour vous dire à quoi sert la fatha. La fatha, c'est pour indiquer le complément d'objet direct. Ça va être aussi at-tufahata. L'un ou l'autre, c'est la même chose, qu'il soit féminin ou masculin. Donc, qara'tu al-kitaba. Ça, c'est le complément d'objet direct. L'autre fonction qu'indique la fatha, ou le tanwin de la fatha, c'est l'adverbe. Et donc, il y a des adverbes qui se terminent par une fatha parce qu'ils ont l'article défini, et d'autres qui se terminent par un tanwin parce qu'ils n'ont pas l'article défini. Alors, on va prendre des exemples. Aujourd'hui, c'est al-yawma, parce qu'il y a le al, donc ça ne sera pas an. Maintenant, al-ana, et puis, donc il y a al, donc c'est fatha seulement. Mais s'il n'y a pas de L, c'est un tanwin. Par exemple, vous dites es naqdan. Quotidiennement, yaoum, c'est un jour. Yaoumi, c'est quotidien. Et quotidiennement, yaoumiyan. Yaoumiyan. Vous voyez, il y a le an. Joyeusement, masrouran. Soit l'adverbe se termine par a, soit il se termine par an. Il se termine par a s'il y a l'article L. Il se termine par an s'il n'y a pas d'article L. Donc, la fatha ou le tanwin de la fatha exprime deux choses, comme on vient de dire. Ils expriment
donc le complément d'objet direct, lorsqu'ils sont dans une phrase, ou l'adverbe. Donc c'est un ou a selon qu'il y a l'article ou il n'y a pas d'article. Maintenant, occupons-nous de la kasra. Et ça sera la dernière chose, la dernière voyelle. La kasra, lorsqu'elle est à la fin, elle exprime soit le complément d'objet indirect. C'est quoi le complément d'objet indirect? C'est pourquoi on appelle un complément direct ou indirect. C'est par rapport à son lien au verbe. Si son lien au verbe est direct, comme j'ai mangé une pomme, donc une pomme c'est complément d'objet direct. Mais si vous dites je suis allé à l'école, le complément d'objet indirect, il y a une préposition avant, et là le nom prendra une kasra. Ok? Donc vous dites je suis allé à l'école. ذهبت إلى العمل. Passons maintenant à la kasra. La kasra sert à exprimer deux choses. Soit que le nom est en fonction complément d'objet indirect, car dans son lien avec le verbe, il y a une préposition. Donc vous dites, je suis allé à l'école. ذهبت إلى المدرسة. Je suis allé au travail. ذهبت إلى المكتب. Et là, le maktab, la dernière lettre prendra i, parce qu'il y a la préposition ila. ذهبت, je suis allé. Ila, au, al-maktab, et qui sera, si on veut vocaliser, ila al-maktabi. Il y a une kasra à la fin du mot maktab, parce qu'il est précédé de la préposition ila. Voilà, donc on prend un autre exemple. Je me suis inscrit dans un institut. سجلت في un institut, il n'y a pas de L, donc ça sera in. في معهد. في معهد. On peut dire في معهد, mais pour être précis, donc في معهد. Là, vous avez i parce qu'il y a l'article défini. Là, vous avez in parce qu'il n'y a pas d'article défini. Donc ça, c'est la première mission, on va dire, de la kasra. La deuxième mission de la kasra, c'est le fait qu'elle soit deuxième élément donc d'une annexion. Prenons une annexion. Les clés de la maison. Les clés, c'est miftah, et la maison, c'est ad-dar. Donc miftah ad-dar. Le deuxième mot d'une annexion, comme ici, l'annexion, c'est le complément de nom, hein, c'est l'équivalent quand vous dites les clés de la maison, il y a deux dans une annexion en français, mais en arabe il n'y a pas deux, et donc le deuxième mot prend un i. Miftah ad-dari. Toujours, le deuxième mot d'une annexion se termine par une kasra. Et si le deuxième mot est indéfini, il sera in au lieu de i. Ok? Donc voici à quoi servent les désinences casuelles, fatha, damma, kasra, lorsqu'ils sont à la fin des noms. Chacun exprime deux choses. Donc on vient de le voir pour la damma ou le tanwin de la damma exprime le sujet ou un nom isolé, hors contexte. La fatha exprime, ou la tanwin de la fatha exprime soit un complément d'objet direct, soit un adverbe, et la kasra ou le tanwin de la kasra exprime soit un complément d'objet indirect, c'est-à-dire précédé d'une préposition, soit le deuxième nom d'une annexion. Donc, je vous remercie de votre attention, j'espère avoir été clair et j'espère que vous aurez l'occasion de revisualiser ce cours pour une meilleure compréhension. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt. Au revoir.